Bonjour, Marie. Je t'aime. Léo Dubois avait 3 ans lorsqu'il commença à parler à quelqu'un dans le jardin de la maison. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne. Du moins, personne que les adultes pouvaient voir. En l'espace de 2 mois, 5 événements impossibles se produisirent. 5 avertissements qu'un enfant de 3 ans n'aurait jamais dû connaître. Ceci est l'histoire de ce qui s'est passé dans cette maison de campagne, dans un village paisible de Touraine, et du miracle de la Vierge Marie que personne ne peut expliquer. Mais avant de poursuivre, laissez un commentaire en indiquant d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adorerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie parviennent. La vie de la famille Moreau était sur le point de changer du tout au tout. Stéphane travaillait comme ingénieur civil, un homme pragmatique et ancré dans le réel, quittant la maison à l'aube, vers 7 heures, pour n'y revenir qu'après 18 heures, le corps lasse mais l'esprit toujours vif. Sandrine, sa femme, était bibliothécaire dans le village voisin. Elle vivait entourée de livres, de l'odeur du papier vieilli et de la colle, passant ses journées à cataloguer des mondes, à organiser des histoires, dans ce silence feutré qu'elle avait toujours chéri comme une douce mélodie. Ils avaient essayé d'avoir des enfants pendant 8 longues années. 8 années d'espoir qui s'épanouissaient chaque mois avant de se flétrir en une amère déception. Des traitements coûteux et éprouvants qui avaient drainé non seulement leurs finances, mais aussi leur âme, laissant derrière eux une fatigue profonde, une tristesse silencieuse qui s'installait parfois entre eux lors des longs dîners. Les murs de leur belle maison de campagne, qu'ils avaient achetée en rêvant au rire d'enfants qui y résonneraient, semblaient parfois se moquer de leur silence. Jusqu'au jour où Sandrine, se regardant dans le miroir de la salle de bain, le visage marqué par une nouvelle nuit d'insomnie, les yeux rougis par des larmes qui ne coulaient plus, a dit à voix haute, à son propre reflet, « Assez. Je n'en peux plus. » Ce fut une capitulation, mais aussi une libération. C'est à ce moment précis qu'ils décidèrent d'adopter. Le processus fut un autre marathon, un parcours de 18 mois semé d'embûches administratives, d'entretiens avec des assistants sociaux au regard scrutateur, de piles de documents à remplir. Stéphane et Sandrine traversèrent cette épreuve avec un mélange d'espoir renouvelé et d'une peur viscérale d'être jugés, d'être trouvés inadéquats. Et puis, par un matin glacial de mars, alors que le givre recouvrait encore les champs de Touraine, le téléphone sonna. Une voix douce et professionnelle à l'autre bout du fil leur annonça qu'un petit garçon les attendait. Il avait 3 ans, et s'appelait Léo. La première fois qu'ils virent sa photo, un simple tirage papier un peu flou, Sandrine éclata en sanglots. Des cheveux châtains clairs en bataille, des yeux d'un bleu profond, immenses, trop grands pour son petit visage, et une expression qui semblait observer le monde avec un sérieux, une gravité qu'aucun enfant de 3 ans ne devrait posséder. C'était un regard qui en avait déjà trop vu. Quand Léo arriva chez eux, par un après-midi d'avril où les premiers bourgeons éclataient sur les arbres, il portait un petit sac à dos contenant tous ses biens, 3 ensembles de vêtements soigneusement pliés, une couverture usée aux couleurs passées, et une petite voiture en plastique cassé dont il manquait une roue. Vous connaissez ce moment suspendu où vous savez, avec une certitude absolue, que votre vie vient de basculer pour toujours, même si vous ne comprenez pas encore comment? Sandrine ressentit cela avec une force inouïe lorsque Léo franchit le seuil de leur maison. Il s'arrêta dans l'entrée, ses grands yeux bleus balayant chaque recoin, chaque meuble, non pas avec la curiosité insouciante d'un enfant, mais avec une prudence d'animal traqué, comme s'il calculait déjà en combien de temps il serait renvoyé, une fois de plus. « Bonjour, Léo. » Sandrine s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, son cœur battant à tout rompre. « Bienvenue chez toi. » Léo ne répondit pas. Il se contenta d'hocher poliment la tête, son regard fuyant le sien. Les premiers jours furent ainsi. Léo était trop poli, trop silencieux, presque invisible. Il ne demandait jamais rien. Il mangeait tout ce qu'on plaçait devant lui sans la moindre plainte, finissant son assiette avec une application méticuleuse. Durant la journée, il s'asseyait sur le canapé du salon, observant Sandrine travailler sur son ordinateur, sans dire un mot pendant des heures, un petit fantôme silencieux dans sa propre maison. Stéphane, de son côté, tentait désespérément de briser cette glace. Il lui offrait des jouets, des voitures, des cubes de construction, lui proposait des jeux, allumait des dessins animés à la télévision. Léo participait quand on le lui demandait, mais sans cette étincelle d'énergie, cette joie spontanée que les enfants de son âge possèdent naturellement. Il jouait comme s'il accomplissait une tâche, pour ne pas décevoir. La nuit, dans l'intimité de leur chambre, Sandrine pouvait entendre l'angoisse dans la voix de Stéphane. « Et s'il ne s'ouvre jamais à nous ?
Sandrine, et si nous n'y arrivons pas? Il a juste besoin de temps, mon amour, l'interrompait-elle, bien que sa propre voix soit empreinte d'un doute qu'elle peinait à dissimuler. La maison des Moreau possédait un jardin à l'arrière. Ce n'était pas un grand parc, mais un coin de verdure que Sandrine entretenait avec une dévotion presque religieuse. Des rosiers, plantés par sa grand-mère des années auparavant, bien avant leur mariage, s'épanouissaient désormais en cascades de roses et de rouges. Un petit cerisier offrait une ombre généreuse en été. Une pelouse bien entretenue où ils avaient toujours imaginé qu'un jour, des enfants joueraient. Et dans le coin le plus tranquille du jardin, protégé par les rosiers les plus touffus, se trouvait une niche ancienne, faite de pierres de taille, haute d'environ 1,50 m. À l'intérieur de cette niche se tenait une statue de la Vierge Marie. La statue était en marbre, d'une hauteur de près d'1 m. La Vierge Marie était représentée les mains tendues vers l'avant, comme si elle offrait une bénédiction ou un réconfort invisible. Son visage serein était sculpté avec une délicatesse exquise, et sa robe était peinte d'un bleu doux que le temps et les intempéries de la région avaient rendu encore plus beau, presque éthéré. La statue avait appartenu à la grand-mère de Sandrine. Lorsqu'elle était décédée 2 ans plus tôt, Sandrine avait ramené cette statue et l'avait installée dans le jardin. Stéphane la trouvait belle, apaisante. Sandrine, elle, y trouvait un réconfort, comme si elle gardait un morceau de sa grand-mère près d'elle. Ni l'un ni l'autre n'aurait jamais imaginé que ce serait Léo qui établirait avec elle le lien le plus profond. Ce fut un samedi après-midi, 3 semaines après l'arrivée de Léo, que Sandrine le remarqua pour la première fois. Elle était dans la cuisine, préparant le déjeuner, quand elle jeta un coup d'œil par la fenêtre qui donnait sur le jardin. Léo était dehors, quelques jouets éparpillés sur l'herbe. Mais il ne jouait pas. Il se tenait debout devant la niche, complètement immobile, ses petites mains touchant doucement le bord en pierre. Sa tête était penchée en arrière, ses yeux fixés sur la statue de la Vierge Marie. Sandrine sourit tendrement. Peut-être que Léo commençait enfin à se sentir à l'aise, à explorer son nouvel environnement. Le lendemain, cela se reproduisit. Juste après le petit déjeuner, Léo demanda, pour la toute première fois, en formulant une vraie requête, « Je peux aller dehors ?» « Bien sûr, mon chéri, » répondit Sandrine, surprise et ravie par cette initiative. Elle l'observa depuis la fenêtre de la cuisine alors que Léo sortait par la porte arrière et marchait directement vers la niche. Il ne s'arrêta pas pour regarder les jouets. Il n'hésita pas. Il marcha avec une intention claire vers ce coin tranquille du jardin. Et c'est là que Sandrine réalisa que Léo parlait. Pas assez fort pour qu'elle puisse entendre les mots, mais il parlait distinctement. Ses petites lèvres bougeaient. Il faisait des pauses, comme s'il écoutait des réponses, puis il reprenait la parole avec ce même sérieux intense qu'elle avait déjà remarqué en lui. Sandrine s'essuya les mains sur son torchon et sortit dans le jardin. Léo ne l'entendit pas approcher. Il était complètement absorbé. Sandrine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, un mélange de tendresse et d'une étrange inquiétude. Elle s'éclaircit doucement la gorge. Léo se retourna brusquement, les yeux écarquillés. L'espace d'un instant, il ressembla à un petit garçon pris en faute. « Léo » Sandrine s'approcha lentement, s'accroupissant dans l'herbe humide. « À qui parles-tu, mon cœur » Léo regarda la statue, puis de nouveau Sandrine. « À la dame en bleu. » Sandrine sentit un léger frisson parcourir son échine. « La dame en bleu. » Elle, Léo pointa le doigt vers la statue de la Vierge Marie. « Elle est très gentille. » Sandrine ne sut que dire. C'était l'imagination d'un enfant, tout à fait normal pour son âge. Les jeunes enfants se créaient souvent des amis imaginaires, surtout ceux qui traversaient de grands bouleversements. « Et qu'est-ce qu'elle te dit » demanda Sandrine, en s'efforçant de garder une voix neutre. Léo hésita, comme s'il n'était pas sûr de devoir partager ce secret. « Des choses importantes. Elle dit que tu veux que je reste. Que vous n'allez pas me renvoyer. » Sandrine sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle s'agenouilla complètement sur l'herbe pour être à la hauteur de Léo. « Léo, regarde-moi. » Il obéit, ses yeux bleus plongeant dans les siens. « Tu ne vas nulle part. C'est ta maison maintenant. Pour toujours. » Léo la regarda pendant un long moment, scrutant son visage. C'est ce qu'elle a dit, aussi. Sandrine n'avait pas encore parlé de cette conversation à Stéphane. Elle ne voulait pas l'inquiéter pour rien. Ce n'était que l'imagination d'un enfant,
une façon pour Léo d'intégrer tout ce qui lui arrivait. Au cours de la semaine suivante, une routine s'installa. Chaque jour, en rentrant de la crèche du village où Sandrine l'avait inscrit, Léo demandait à aller dans le jardin. Il se rendait directement à la niche. Il parlait, toujours doucement, toujours sérieusement, pendant environ 10 minutes. Puis il jouait un peu avec ses jouets, commençant enfin à se comporter un peu plus comme un enfant de 3 ans. Sandrine observait à travers la fenêtre. Une partie d'elle trouvait cela adorable. Une autre partie était légèrement préoccupée. Mais Léo semblait heureux quand il parlait à la statue. Ce fut un jeudi, 2 semaines après que Sandrine eût été témoin des premières conversations, que tout bascula. Léo était dans le jardin, parlant comme d'habitude, quand soudain, il se leva brusquement et courut vers la maison, non pas calmement, mais avec une urgence paniquée. Il fit irruption dans la cuisine où Sandrine préparait le dîner. « Maman Sandrine !» C'était la première fois qu'il l'appelait maman. « Maman Sandrine, il y a un problème chez Monsieur Bernard. » Sandrine laissa tomber le couteau qu'elle tenait. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« La dame en bleu me l'a dit. Il y a un problème chez Monsieur Bernard. Quelque chose qui sent mauvais et qui est dangereux. Elle a dit qu'il faut le prévenir tout de suite. » Monsieur Jean Bernard était le voisin âgé qui vivait seul dans la maison d'Aix-en-Grave-Côté. Veuf depuis 5 ans, il était gentil mais réservé. Sandrine le voyait de temps en temps lorsqu'il arrosait son propre jardin. « Léo, comment peux-tu » Léo lui attrapa la main avec une force surprenante pour un si petit enfant. Elle a dit que c'est urgent. Quelque chose dans le sérieux absolu de Léo, dans ses yeux bleus fixés sur elle, dans l'urgence de sa voix, fit hésiter Sandrine. Vous connaissez ce sentiment, cette intuition qui vous dit de prêter attention, même quand cela n'a aucun sens logique ? Sandrine ressentit cela. D'accord. D'accord. On va le prévenir. Elle attrapa le téléphone, puis hésita. Cela semblerait ridicule d'appeler un voisin pour lui dire que son fils de 3 ans lui avait dit que quelque chose n'allait pas. Mais l'urgence de Léo était bien trop réelle pour être ignorée. Elle se dirigea vers la clôture qui séparait leur jardin. Monsieur Bernard était dans son garage, en train de ranger des outils. Monsieur Bernard. Il se retourna en souriant gentiment. Bonjour Sandrine. Tout va bien ? Je sais que cela va vous paraître étrange, mais... Avez-vous senti une odeur inhabituelle dans votre maison ces derniers temps ? Son sourire s'effaça. Pourquoi me demandez-vous cela ? C'est juste que... Mon fils a mentionné qu'il sentait quelque chose venant de votre direction. Ce n'est probablement rien, mais... Monsieur Bernard fronça les sourcils. C'est drôle que vous en parliez. Ces 2 dernières nuits, j'ai remarqué une odeur étrange dans la cuisine. Un peu sucrée. Sandrine sentit son estomac se nouer. Peut-être que ça vaut la peine de vérifier vos conduites de gaz. Monsieur Bernard hocha la tête et appela la compagnie de gaz. Un technicien arriva 1 heure plus tard. Sandrine était dans sa cuisine quand elle entendit frapper de manière urgente à sa porte. C'était Monsieur Bernard, le visage blême. Sandrine, sa voix tremblait. Le technicien a trouvé une fuite dans la conduite de gaz externe, juste derrière le mur de la cuisine. Il a dit qu'elle était petite, mais bien présente. Si elle n'avait pas été découverte, elle aurait pu provoquer une accumulation dangereuse, un incendie, ou pire. Sandrine sentit ses jambes flageoler. Comment votre fils le savait-il ? Demanda Monsieur Bernard, sincèrement curieux. L'a-t-il senti de l'extérieur ? Je ne sais pas. Mais elle savait que Léo n'aurait pas pu le sentir. Il jouait au fond du jardin, loin de la maison de Monsieur Bernard, et la fuite se trouvait derrière un mur. Ce soir-là, quand Léo fut endormi, Sandrine raconta enfin tout à Stéphane. Il a dit que la dame en bleu le lui avait dit, expliqua-t-elle, observant l'expression de Stéphane passer du scepticisme à l'inquiétude. Sandrine, c'était juste une coïncidence. C'est obligé. Comment, Stéphane ? Comment un enfant de 3 ans peut-il savoir pour une fuite de gaz que même le voisin n'avait pas vraiment remarqué ? Stéphane n'eut pas de réponse. Les jours passèrent. Mais arriva, apportant des températures plus douces et des fleurs qui éclataient de partout dans le jardin. Léo continuait ses conversations quotidiennes avec la statue de la Vierge Marie. Sandrine le regardait,
maintenant avec un mélange de fascination et de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Ce fut un mardi, 10 jours après l'incident avec Monsieur Bernard, que la deuxième situation se produisit. Sandrine était allée à la pharmacie du village pour chercher son médicament habituel, un traitement pour l'anxiété qu'elle prenait depuis des années. Même ordonnance, même pharmacie, même routine. Elle rentra à la maison et posa le flacon sur le comptoir de la cuisine en rangeant le reste de ses courses. Léo coloriait à la table du salon, mais il se leva dès qu'il vit le flacon. Il se dirigea vers la cuisine, les yeux fixés sur le médicament. « Maman Sandrine, ne le prends pas. » Sandrine le regarda, perplexe. « Quoi, mon chéri ? » « Le médicament. La dame en bleu a dit qu'il y a une erreur. Que si tu le prends, tu vas être très malade. » Sandrine sentit de l'irritation mêlée d'inquiétude. Elle était ridicule, de prendre au sérieux l'imagination d'un enfant de 3 ans à propos de ces médicaments. « Léo, c'est le même médicament que je prends toujours. Mais il est mauvais. » Sa voix monta, pleine d'urgence. Elle a dit que c'est dangereux. Léo attrapa la main de Sandrine, les yeux écarquillés et sérieux. « S'il te plaît, maman Sandrine, s'il te plaît. » Sandrine regarda ce petit visage, l'urgence sincère dans son expression, et elle pensa à la fuite de gaz. « D'accord, je vais vérifier. » Elle décrocha le téléphone et appela la pharmacie. « Bonjour, ici Sandrine Moreau. J'ai récupéré mon ordonnance plus tôt dans la journée, et j'aimerais juste confirmer que tout est en ordre. » La préparatrice, Valérie, que Sandrine connaissait depuis des années, répondit, « Bien sûr, un instant. » Sandrine attendit, se sentant stupide. Ce n'était que l'imagination de Léo. C'était obligé. « Madame Moreau, pourriez-vous me lire le numéro de l'eau sur l'étiquette, s'il vous plaît ?» Sandrine lut les chiffres. Un long silence à l'autre bout du fil. « Madame Moreau », la voix de Valérie était maintenant tendue. « Pourriez-vous revenir ici tout de suite ?» L'estomac de Sandrine se serra. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » « S'il vous plaît, venez et rapportez le flacon. » Au comptoir de la pharmacie, 15 minutes plus tard, la gérante attendait. Elle s'appelait Christine, et Sandrine ne l'avait jamais vue aussi pâle. « Madame Moreau », commença Christine, la voix prudente. « Il y a eu une erreur très grave. Ce n'est pas le bon médicament. » Sandrine sentit le monde vaciller. « Que voulez-vous dire ? » « Il y a eu une confusion dans le système. C'est rare, mais ça arrive. Le problème, c'est que le médicament dans votre flacon, avec votre tension artérielle et vos antécédents médicaux. » Christine hésita. « Si vous aviez pris votre dose habituelle, vous auriez eu une réaction très sévère, nécessitant probablement une hospitalisation. » Sandrine pouvait à peine respirer. « J'ai failli le prendre ce matin. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que mon fils. » Elle s'arrêta. Comment pouvait-elle expliquer ? Christine prépara rapidement une nouvelle ordonnance correcte, la vérifiant 3 fois avant de la lui tendre. Dans la voiture, Sandrine resta assise pendant 10 minutes avant de pouvoir conduire. Ses mains tremblaient sur le volant. Quand elle rentra à la maison, Léo jouait avec ses petites voitures dans le salon. Il leva les yeux quand elle entra. Sandrine s'agenouilla et le serra fort dans ses bras. « Merci, mon amour. Merci. » Cette nuit-là, la conversation avec Stéphane fut différente. 2 fois, Stéphane. 2 situations où il savait des choses impossibles. Stéphane se passa une main sur le visage, visiblement troublé. « Qu'est-ce que tu suggères, Sandrine ? Que notre fils de 3 ans a quoi ? Des visions ? Qu'il parle vraiment à la Vierge Marie ? » Dit à voix haute, cela semblait absurde, complètement impossible. Mais il ne pouvait nier les faits. « Je ne sais pas quoi croire, » admit Sandrine. « Mais je ne peux plus l'ignorer non plus. » Les semaines passèrent. Mai se transforma en juin. Le temps se réchauffa. Les rosiers du jardin explosèrent en une débauche de couleurs. Léo continuait ses conversations quotidiennes avec la statue. Sandrine et Stéphane observaient maintenant avec un mélange de révérence et de peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Ce fut un vendredi matin que la 3e situation se produisit. Stéphane était dans son bureau à domicile,
préparant des présentations pour une réunion importante à Lyon le lundi suivant. Il prévoyait de partir le dimanche après-midi, pour un long trajet en voiture qui lui permettrait d'arriver sur place et de se préparer avant la réunion. Léo entra dans le bureau ce matin-là. Stéphane était si concentré sur son écran d'ordinateur qu'il le remarqua à peine. « Papa Stéphane. » Stéphane leva les yeux. « Salut, champion. Tout va bien ?» Léo hésita. La dame en bleu a dit quelque chose d'important. Stéphane sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Après la fuite de gaz et le médicament échangé, il avait développé un respect prudent pour les messages de Léo. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu ne peux pas prendre la route que tu prends toujours. Il y a un danger. Beaucoup de danger. Stéphane fronça les sourcils. Un danger? Quel genre de danger? Elle a dit que c'est très grave et que tu dois prendre un autre chemin. Stéphane regarda l'enfant de 3 ans qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Une partie de lui voulait rire. Une autre partie ressentait une peur sincère. Léo, c'est la route la plus directe, celle que je prends toujours. Mais tu ne peux pas cette fois. Des larmes commencèrent à perler dans les yeux de Léo. S'il te plaît, papa Stéphane, s'il te plaît. Elle a dit que c'est très important. Sandrine apparut derrière Léo. Elle avait tout entendu. Elle et Stéphane échangèrent un long regard. Un de ces regards que les couples partagent et qui contiennent des conversations entières sans un mot. Stéphane, dit-elle doucement, après tout ce qui s'est passé. Le dimanche après-midi, Stéphane partit en prenant un itinéraire alternatif, plus long et moins pratique. Il embrassa Sandrine et Léo sur le pas de la porte. Le voyage fut long et sans incident. Il arriva à Lyon tard dans la nuit, épuisé mais en sécurité. Le lundi matin, alors qu'il prenait son café à l'hôtel avant sa réunion, il alluma la télévision et vit les informations. Un grave accident impliquant plusieurs véhicules avait complètement bloqué l'autoroute principale la nuit dernière pendant plus de 6 heures. Au moins 4 personnes étaient grièvement blessées après qu'un camion eût perdu le contrôle. Stéphane sentit le sang se vider de son visage. L'accident s'était produit vers 19 heures. Il aurait été là, en plein milieu. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit renverser son café. Quand il rentra en Touraine le mercredi, il entra dans la maison et se dirigea directement vers le jardin où Léo était avec Sandrine. Il s'agenouilla devant Léo. « Merci, dit-il, la voix tremblante. « Merci. » Léo hocha simplement la tête, comme s'il savait exactement de quoi Stéphane parlait. Ce soir-là, après que Léo fut couché, Stéphane et Sandrine restèrent longtemps assis ensemble sur le canapé, en silence. « Je ne peux plus prétendre que c'est une coïncidence, dit finalement Stéphane. 3 fois. 3 situations où il savait des choses qui ont sauvé des vies. Sandrine acquiesça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Mais je pense. Je pense qu'on accepte. Et on écoute quand il parle. Juin s'écoula. L'été arriva en force sur la Touraine. Des journées chaudes et sèches. Les rosiers avaient besoin d'être arrosés tous les jours. Léo continuait ses conversations dans le jardin, mais maintenant Sandrine et Stéphane observaient avec un mélange de respect et de gratitude. Ce fut pendant la dernière semaine de juin que la 4e situation se produisit. Chloé, la sœur cadette de Sandrine, vivait dans une petite ville de Sologne, à environ 1 heure de route. Elle et Sandrine avaient une relation compliquée. Proche dans l'enfance, quelque chose s'était brisé à l'adolescence. Compétition, jalousie, mots durs prononcés et jamais repris. Au cours des 2 dernières années, elles s'étaient à peine parlé. C'était un samedi matin. Sandrine préparait des crêpes quand Léo entra dans la cuisine. « Maman Sandrine, Tati Chloé est malade. » Sandrine se retourna vivement. « Quoi? La dame en bleu me l'a dit. C'est très grave. Elle doit aller chez le docteur tout de suite. » Sandrine sentit son cœur se serrer. « Léo, tu n'as jamais rencontré Chloé. Comment sais-tu qui elle est? » La dame en bleu me l'a montré. Elle a dit que c'est urgent, que tu dois l'appeler maintenant. Sandrine regarda Stéphane, qui avait cessé de lire son journal. Léo, Chloé et moi, on ne se. Sandrine commença, puis s'arrêta. Après la fuite de gaz, le médicament, l'accident que Stéphane avait évité grâce à un avertissement.
Comment pouvait-elle ignorer cela? Elle prit le téléphone, les mains légèrement tremblantes, et composa le numéro de Chloé. Le téléphone sonna 4 fois. Sandrine était sur le point de raccrocher quand elle entendit la voix de sa sœur. « Allô ?» La voix était tendue, à peine voilée par la douleur. « Chloé, c'est Sandrine. » Un silence stupéfait. « Sandrine? Ça va? Je sais que ça va te paraître étrange, mais est-ce que tu vas bien, physiquement? » Un autre silence, plus long cette fois. « Pourquoi tu me demandes ça? » La voix de Chloé était maintenant méfiante. « Réponds-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu as mal quelque part? » Sandrine entendit un son étouffé à l'autre bout du fil. Il lui fallut un moment pour réaliser que Chloé pleurait. « Comment tu savais? » Réussit finalement à dire Chloé. « Je ne l'ai dit à personne. » Sandrine sentit les larmes brûler ses propres yeux. « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai des douleurs abdominales terribles depuis presque une semaine, mais je pensais que c'était juste quelque chose que j'avais mangé ou des crampes, je ne sais pas. J'avais peur d'aller chez le médecin et de découvrir que c'était grave. Chloé, tu dois aller à l'hôpital. Maintenant. Sandrine, Maintenant, Chloé. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Quelque chose dans la voix de Sandrine, l'urgence, la peur, l'amour, convainquit Chloé. Sandrine et Stéphane prirent Léo et se rendirent en Sologne. Dans les heures qui suivirent, pendant qu'ils attendaient à l'hôpital de la ville voisine, Sandrine serra la main de Stéphane si fort qu'elle y laissa des marques. Finalement, un médecin sortit. « Vous êtes de la famille de Chloé Moreau? Je suis sa sœur. » Sandrine se leva d'un bond. « Votre sœur avait une appendicite aiguë. Elle était sur le point de se rompre. Nous avons réussi à opérer à temps, mais c'était de justesse. Quelques heures de plus. » Le médecin secoua la tête. Elle a eu beaucoup de chance de venir. Sandrine faillit s'effondrer. Stéphane la soutint alors qu'elle pleurait. Quand ils furent enfin autorisés à voir Chloé, elle était pâle mais éveillée. « Comment tu savais, Sandrine ?» furent ses premiers mots. Sandrine regarda Léo, qui se tenait tranquillement à côté de Stéphane. « C'est une longue histoire, dit-elle finalement. Mais à cet instant, quelque chose changea entre les deux sœurs. Les murs qu'elles avaient construits au fil des ans commencèrent à s'effriter. Chloé prit la main de Sandrine. « Merci, murmura-t-elle. Tu m'as sauvé la vie. » Juillet arriva. Chloé se rétablit et commença à venir régulièrement en Touraine. Elle et Sandrine se parlaient presque tous les jours maintenant, rattrapant les années perdues. Mais Sandrine et Stéphane savaient que quelque chose de plus grand était en train de se produire. Et puis vint le 5e avertissement. C'était la 2e semaine de juillet. La météo avait annoncé de violents orages pour le week-end. Ce n'était pas inhabituel. L'été dans la région apportait souvent des orages soudains et intenses. C'était un jeudi après-midi. Léo était dans le jardin, parlant comme il le faisait toujours, mais cette fois, quand il eut fini, il courut vers la maison. Pas seulement rapidement, il pleurait à chaudes larmes. Maman Sandrine. Papa Stéphane. Il se précipita dans le salon où ils se trouvaient tous les deux. Les larmes coulaient sur son visage. Sandrine le prit immédiatement dans ses bras. « Léo, qu'est-ce qui s'est passé ?» Entre deux sanglots, Léo réussit à dire, « L'arbre de Madame Lefebvre, le grand, il va tomber. Il faut la prévenir maintenant. » Madame Monique Lefebvre était une voisine veuve qui vivait de l'autre côté de la rue. Elle avait un immense peuplier dans son jardin, âgé d'environ 50 ans, dont les branches s'étendaient au-dessus de sa maison. Stéphane et Sandrine échangèrent un regard. « Léo, » commença doucement Stéphane, « les arbres ne tombent pas comme ça. Cet arbre est là depuis des décennies. Mais il va tomber. » Léo criait presque maintenant. La dame en bleu me l'a montré. Il va tomber juste sur la chambre où dort Madame Lefebvre. Sandrine sentit des frissons parcourir sa colonne vertébrale. 4 fois auparavant, Léo avait été précis. 4 fois, il avait eu raison. J'y vais. Stéphane se leva aussitôt. Il traversa la rue et sonna à la porte de Madame Lefebvre. Elle ouvrit, souriante. Stéphane, quelle bonne surprise.
Entrez. Madame Lefebvre, je sais que cela va vous paraître complètement fou, mais je dois vous dire quelque chose. 5 minutes plus tard, il était de retour. Alors? Demanda Sandrine. Elle a été très polie. Elle a dit que l'arbre est sain, inspecté il y a 2 ans, mais... Il hésita. J'ai vu quelque chose sur son visage. Je pense qu'elle y réfléchit. Le vendredi, l'orage arriva. Il commença par une forte pluie normale, mais s'intensifia rapidement. Le vent se mit à hurler autour de la maison. Le tonnerre faisait trembler les fenêtres. Et puis, à 21h37, ils l'entendirent. Un fracas si assourdissant qu'il fit vibrer le sol. C'était comme si le monde s'effondrait. Stéphane courut à la fenêtre du salon. Le peuplier géant du jardin de Madame Lefebvre était tombé. Pas sur le côté, pas en arrière, mais directement sur la maison. Des branches massives avaient transpercé le toit, détruisant complètement la zone où se trouvait la chambre principale. « Oh mon Dieu !» murmura Sandrine. Stéphane attrapait déjà le téléphone, courant dehors sous la pluie. D'autres voisins se précipitaient aussi, en criant. Mais alors, de la porte de la maison en ruine, Madame Lefebvre apparut, effrayée, mais vivante. Elle pleurait lorsque Stéphane la rejoignit. « J'étais dans la chambre d'amis », réussit-elle à dire entre 2 sanglots. « Votre avertissement. » Je n'arrêtais pas d'y penser, alors j'ai décidé de dormir dans l'autre chambre, juste par sécurité. Elle regarda les décombres, les énormes branches qui avaient complètement écrasé le lit où elle dormait habituellement. Si j'avais été dans ma chambre. Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Cela aurait été fatal, sans aucun doute. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit dans le voisinage. Le petit garçon de 3 ans qui avait sauvé la vie de la voisine. Les gens commencèrent à poser des questions, certains avec curiosité, d'autres avec scepticisme, d'autres encore avec une sorte de vénération. Sandrine et Stéphane commencèrent à se sentir mal à l'aise face à cette attention, mais plus que tout, ils commencèrent à s'inquiéter pour Léo. Le lundi suivant, Léo sortit dans le jardin. Sandrine l'observa depuis la fenêtre. Il s'assit devant la niche et parla pendant longtemps, près de 20 minutes, bien plus longtemps que d'habitude. Sandrine vit Léo poser des questions. Elle le vit écouter, la tête penchée avec une attention totale. Elle vit des larmes apparaître dans ses yeux. Elle le vit hocher la tête, acceptant quelque chose. Quand Léo se leva enfin, ses yeux étaient rouges et humides. Mais il y avait une paix sur son visage, une paix profonde qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il rentra à l'intérieur. Sandrine s'agenouilla pour être à sa hauteur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'ai aidé ceux qui en avaient besoin et que maintenant, c'est bon, je peux juste être un enfant. Il fit une pause, essuyant ses larmes. Elle a dit qu'elle prendra toujours soin de moi, même si je ne lui parle pas tous les jours, et qu'elle est fière de moi. Sandrine serra Léo fort dans ses bras, ses propres larmes coulant. Ce fut la dernière fois que Léo parla à la statue de la Vierge Marie de cette manière. Les mois passèrent. Juillet se transforma en août, puis en septembre. L'été commença à céder la place à l'automne. Léo changea. Pas seulement en surface, il grandit, devint plus expressif, plus ouvert. Mais en quelque chose de plus profond. Il commença à vraiment jouer. À rire aux éclats, à se faire des amis à la crèche, à demander à Stéphane de jouer au ballon avec lui, à aider Sandrine dans le jardin, plantant des fleurs et les arrosant avec un arrosoir bien trop petit pour ses mains. Il allait toujours dans le jardin, passait toujours devant la petite niche. Parfois, il s'arrêtait un instant et regardait la statue, mais il ne parlait plus. C'était plus comme saluer une vieille amie, une reconnaissance silencieuse. Et Léo était un enfant, enfin, complètement. Un dimanche matin, Sandrine était dans le jardin en train d'arroser les plantes quand Léo sortit pour jouer. Il s'arrêta un instant devant la niche, toucha doucement la base en pierre, sourit à la statue, et continua de courir pour attraper son ballon. Sandrine le regarda, les larmes lui brûlant les yeux. « Merci », murmura-t-elle à la statue. « Merci, Vierge Marie, de nous l'avoir amené. De nous avoir amenés les uns aux autres. » Une douce brise fit onduler les rosiers, et pendant un instant, Sandrine jura qu'elle sentit une odeur de rose, plus forte qu'elle n'aurait dû l'être, un parfum doux et réconfortant qui l'enveloppa comme une étreinte. Mais cela ne dura qu'un instant.
La statue de la Vierge Marie se dresse toujours dans le jardin des Moreaux. Sandrine continue de s'occuper des rosiers qui l'entourent avec dévotion. Léo ne commente jamais, ne mentionne jamais les conversations qu'il y a eu autrefois. Était-ce une coïncidence, l'imagination d'un enfant, un miracle de la Vierge Marie? Ce que nous savons, c'est que pendant 2 mois, dans une maison ordinaire, quelque chose s'est produit qui défie toute explication logique. Quelque chose qui a sauvé des vies. Quelque chose qui a guéri des relations. Quelque chose qui a transformé une famille. Et un petit garçon de 3 ans, effrayé, seul, cherchant sa place dans le monde, a trouvé un moyen d'appartenir en devenant l'instrument de quelque chose de plus grand que lui. Avant de terminer, je veux vous inviter à rejoindre notre communauté de prière pour la Vierge Marie. Un espace de foi et d'espérance où des personnes du monde entier se rassemblent pour prier et partager les grâces qu'elles ont reçues. Si vous sentez dans votre cœur le désir de faire partie de cette chaîne de prière, cliquez ci-dessous et devenez membre de la chaîne aujourd'hui. Venez prier avec nous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, à la fin de l'histoire de Léo, faites une chose pour moi. Écrivez dans les commentaires, la dame en bleu. Les mots qu'un petit garçon a utilisés pour décrire celle qui le guidait. Je veux voir combien de cœurs cette histoire a vraiment touché. Et chaque fois que je lirai, la dame en bleu, dans les commentaires, je saurai qu'une personne de plus croit que les miracles de la Vierge Marie se produisent encore. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.